Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Voici le sommaire de grand public. La personnalité, Nicole Kidman. Pourquoi l'ex-épouse de Tom Cruise est devenue l'une des stars les plus sulfureuses d'Hollywood. La polémique, dans un nouveau livre, l'écrivain Thierry Séchant raconte la descente aux enfers de son frère, le chanteur Renaud, main tendue ou opportunisme. Le grand angle, Jamel Debbouze nous reçoit sur le tournage de son prochain film, inspiré de La Marche des Beurs il y a 30 ans. Le document, les 70 ans du Petit Prince. Comment Saint-Exupéry, exilé à New York pendant la guerre, a écrit le livre le plus traduit de l'histoire après la Bible. L'entretien, Bérénice Bejo. Le coup de cœur, l'Olympia de Manet. François Hollande a autorisé la première sortie de France du plus célèbre des nus. Direction Venise pour un voyage exceptionnel. Gwyneth Paltrow, will.i.am et Michel Onfray sont dans les incontournables. Le décryptage, qui sont vraiment les deux Français du groupe Daft Punk, star mondiale de la musique électronique et as du marketing. Notre personnalité cette semaine, c'est Nicole Kidman. Longtemps, l'actrice a joué les rousses un peu lisses, mais sa rencontre avec Tom Cruise et surtout son rôle dans le mythique Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick ont totalement changé son image. Esclave d'un village pour Lars von Trier, nymphomane dans Paperboy, veuve dérangeante dans Stalker la semaine prochaine, comment l'Australienne de 45 ans est-elle devenue l'une des actrices les plus sulfureuses d'Hollywood? C'est un portrait signé Quentin Canette. C'est la star du prochain jury du Festival de Cannes. Nicole Kidman est de retour à l'affiche avec Stalker de Park Chan-wook dans les salles mercredi prochain. Un thriller à huis clos où elle joue une veuve inquiétante. C'est un drame psychologique compliqué, effrayant et tordu. À 45 ans, l'égérie de Moulin Rouge fait sa révolution. Incarnation de la femme fatale anglo-saxonne, icône glamour d'Hollywood, l'Australienne enchaîne depuis peu les rôles sulfureux et n'hésite pas à jouer avec son image, comme dans Paperboy, le film choc de l'année dernière où elle joue une nymphomane. Je suis près de lui, ça m'excite. Oh, mon bébé. Je parie qu'il a envie de moi tout le temps. Il joue quand même une femme qui va uriner sur Zac Efron. S'il y a quelque chose que le public ne lui enlève pas, c'est ses talents de comédienne. Pour être une bonne actrice, il faut être transgressif, sinon c'est pas intéressant. Pourquoi l'actrice, oscarisée en 2003 avec The Hours, prend-elle autant de risques? Et si Kidman, la déroutante, n'était finalement pas celle que l'on croyait connaître? What did you expect? Portrait de cette étoile d'Hollywood qui n'en finit pas de surprendre son monde. C'était le scandale du festival, l'année dernière à Cannes. Paperboy, le film de Lee Daniels, assassiné par la critique après sa projection. Nicole Kidman y joue une nymphomane dépressive et trash, amoureuse d'un détenu qu'elle cherche à faire libérer. Maintenant, ouvre bien la bouche et fais ce que tu dis dans tes lettres. Une interprétation choc dont se souvient Thierry Frémaux, délégué général du festival. La performance d'actrice, anticipant d'ailleurs sur des choses qu'on va voir à Cannes cette année, était très audacieuse. C'est-à-dire pour quelqu'un de son rang, pour l'argent qu'elle représente aussi, pour les gens qui ont misé sur son nom, eh ben, dans le film de Lee Daniels, Paperboy, on peut dire qu'elle ne s'est pas ménagée. Nicole Kidman revient plus provocante que jamais. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. 2003, Nicole Kidman inscrit son nom dans la légende du cinéma en laissant ses empreintes sur le trottoir d'Hollywood Boulevard. Pour l'enfant que j'ai été, qui a grandi à Sydney, en Australie, c'est à peine croyable de pouvoir être là avec vous et de faire partie du rêve hollywoodien. Car pour cette Australienne timide d'1,80 m, rien n'a été facile. Actrice de film au succès moyen dans son pays, elle doit attendre 1990 pour se faire un nom avec Jour de tonnerre.
En haut de l'affiche, à ses côtés, un certain Tom Cruise, dont elle joue la petite amie. Et c'est là que la première rencontre se fait. Je suis désolé, ça m'a rendu dingue. Comment vous pouvez être aussi insensible? Je ne suis pas insensible. Ils vont tomber amoureux, ils vont se marier au début des années 90 et forcément, à la fois sa carrière d'actrice et son époux vont faire que Nicole Kidman va plus seulement faire la une de journaux de cinéma, mais la une des journaux People. Un piège pour Nicole Kidman, qui dès lors n'est vue que comme la femme de Tom Cruise. Mais l'Australienne a de l'ambition, à l'image de la présentatrice télé capable de tuer pour réussir, qu'elle incarne dans Prête à tout en 1995. Sa première prise de risque, mais l'essai n'est pas transformé. Quand on la voit dans un autre film qui s'appelle Horizon lointain de Ron Howard, qui est absolument déplorable, c'est vraiment pas terrible. Mais il faut véritablement attendre Eyes Wide Shut pour prendre la mesure de la femme que c'est. Et comme ça va correspondre en plus, le temps que ça se tourne, Kubrick, le temps que ça sorte, au divorce quasiment avec Tom Cruise, il y a quelque chose qui d'un seul coup va faire que ce film est un film pivot. Unanimement saluée par la profession, Nicole Kidman prend enfin son indépendance. C'est la revanche de Nicole Kidman sur Tom Cruise. Elle y est flamboyante, c'est elle qu'on retient dans Eyes Wide Shut. C'est pas du tout Tom Cruise. À partir du moment où se crée, où on commence à changer d'image, en tous les cas à ne plus avoir ce côté lisse qu'elle pouvait avoir, tout devient possible. C'est-à-dire tout s'ouvre et plein de réalisateurs peuvent se dire « Ah mais oui, j'avais pas pensé à elle, mais en fait elle peut jouer ci, elle peut jouer ça ». Il est évident qu'il y a un avant et un après Eyes Wide Shut pour Nicole Kidman. Les années qui suivent, Thierry Frémaux les a bien connus. Ami proche de Nicole Kidman, il se souvient de sa première montée des marches à ses côtés en tant que délégué général du festival en 2001. Quand elle est arrivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était en plein divorce avec Tom Cruise. Et je ne veux pas dire qu'on a accueilli une femme déchue, mais il y avait quand même quelque chose comme ça. Et 2 heures après, les gens ont vu Moulin Rouge, où elle est très éblouissante, très extraordinaire. Et c'était frappant la manière dont d'emblée, les applaudissements à la fin de la séance, la rumeur croisette qui tout de suite a circulé sur son extraordinaire performance, en a fait quelqu'un qui s'est mise à exister pour elle-même. Dès lors, Nicole Kidman vit ses années de gloire et devient une star du box-office. En 2001, le film Les Autres d'Alejandro Amenábar rapporte 220 millions de dollars. Kidman tourne alors avec les plus grands, comme dans Dogville de Lars von Trier. Pouvoir travailler avec des réalisateurs différents, varier mon jeu, c'est quelque chose que je trouve très excitant. Avec Kidman, on a affaire à une actrice qui est exceptionnellement intelligente. Il faut bien garder en fait que, pour dire vulgairement, c'est absolument pas une conne. On parle d'une femme qui est extrêmement cultivée, qui donc a une conscience aiguë des films qu'elle tourne et donc des scénarios qu'elle lit. Donc, fort de cette intelligence, elle sait parfaitement choisir ses projets. Une stratégie qui conduit l'actrice à la consécration en 2003. Le Graal, le sommet, c'est l'Oscar qu'elle a pour The Awards. Les critiques sont bonnes, les professionnels l'acclament et le public suit. Elle est à ce moment-là vraiment la reine d'Hollywood. Je me sens un peu comme une petite fille. Ça y est, je suis intimidée. C'est pas le moment d'être timide, non? À partir du milieu des années 2000, elle commence à avoir l'image d'une actrice qui ne rapporte pas d'argent. Tout ça va pas, et bon, des notes des choix de carrière qui à un moment sont plus hasardeux, moins judicieux. Comme en 2005, avec Ma sorcière bien-aimée. Un fiasco artistique qui a interloqué la critique. Progressivement, les réalisateurs se détournent de l'actrice. La magie Kidman n'opère plus. Vous n'allez tout de même pas vous en aller! Il y a, on ne peut pas nier cette transformation physique qui fait que d'un seul coup, cette femme qui était si agréable à filmer, qui pouvait tout jouer, elle ne peut pas tout jouer. Il y a des émotions qu'elle ne peut plus jouer à cause de ce visage sans rides. Et donc, pour contrecarrer ce jeu statique, elle va devoir aller dans des rôles
où il faut montrer des choses complètement dingues. Renversante en nymphomane paumée dans Paperboy l'année dernière, Nicole Kidman surprend à nouveau avec Stalker. Un thriller hitchcockien où elle incarne une mère de famille prête à sacrifier sa fille pour ses désirs sexuels. Kidman prend tous les risques. Avec l'âge, on a une famille et plein de choses importantes du même genre. Alors forcément, on a tendance à vouloir prendre moins de risques. Car on se dit que le temps est précieux, qu'il ne faut pas se disperser. Moi, j'essaie de lutter contre ce sentiment, car je ne veux vraiment pas devenir comme ça. Elle revient vers le cinéma avec l'idée de se faire bousculer, de tout tenter, de faire du brut, du sauvage. Et je crois qu'elle adore véritablement faire ça. Une méthode qui semble fonctionner, au point que Thierry Frémaux a tenu à ce qu'elle fasse partie du jury du Festival de Cannes cette année. C'est quelqu'un dont on peut être curieux de savoir ce que seront ses goûts. Elle a refusé pendant très très longtemps. En fait, ça fait très longtemps qu'on lui demande. L'idée peut-être qu'elle est à un âge et à un moment de sa carrière où elle se sent plus légitime pour faire ça. C'est quelque chose qui aussi a pu la décider. 2013 pourrait donc bien être celle du retour en grâce pour Nicole Kidman. Avec son interprétation de la princesse de Monaco qu'elle vient de terminer pour Olivier Dahan et dont la sortie est prévue en fin d'année, certains la voient déjà en route vers un nouvel Oscar. Voici maintenant notre polémique cette semaine. Dans un nouveau livre à paraître dans quelques jours, l'écrivain Thierry Séchant adresse 33 lettres écrites à son frère Renaud, le célèbre chanteur. Dans ces lettres, il évoque leur complicité, mais aussi la descente aux enfers de son frère, ses vieux démons, l'alcool. L'auteur de Mistral gagnant et de tant d'autres textes de la chanson française s'est retiré dans le Sud ces dernières années. Alors, ultime main tendue ou vulgaire exploitation commerciale, c'est un reportage d'Eddie Pizzardini. Thierry Séchant, écrivain, auteur de chansons et surtout frère de Renaud, sa vedette préférée et sa principale source d'inspiration. Vous en avez fait combien sur votre frère? 7 en tout et pour tout, et ça suffira comme ça. Et puis le dernier? Le dernier, qui s'intitule, c'est une photocopie, puisque le livre n'est pas encore sorti, Lettre à mon frère Renaud, comme vous le savez, et voilà une photo de nous, un peu en voyou anglais, un peu, vous voyez, Keith Richards et Mick Jagger dans une période sombre. Sombre comme la plume de Thierry. Tu es le seul responsable de ton malheur, écrit-il à son frère. Sans tabou, il dévoile tout de la dépression de Renaud. Un frère omniprésent dans ses lettres et pourtant si absent de la vie de Thierry. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Le plus célèbre des deux frères est aujourd'hui bien loin de son époque glorieuse, du personnage emblématique des années 80 et des millions de disques vendus. Son histoire, tourmentée, romanesque, Thierry Séchant la raconte une fois de plus, mais peut-être une fois de trop. Il est frustré de ne pas lui-même avoir pu bénéficier du succès mérité qu'il aurait dû avoir. Il exploite ce filon, effectivement, oui, et il creuse le sillon, on va dire, Renaud Séchant. Renaud n'a pas envie de le voir, forcément, quand il voit tout ce que son frère lui balance via la presse, etc. Derrière, vous imaginez que les relations ne sont pas forcément simples entre eux. À quoi rime donc ce livre? Appel du pied désespéré à un frère fâché ou pur opportunisme commercial? Avant même sa sortie le 6 mai, Thierry Séchant se retrouve sur le banc des accusés. N'en parlons plus. L'île sur la Sorgue, c'est dans cette jolie commune du Luberon que le chanteur Renaud s'est retiré depuis 1 an et demi. Plus de disques, quasiment aucune communication. La dernière fois qu'il s'est exprimé, c'était il y a un peu plus d'1 an pour Paris Match. Renaud y reconnaît un certain mal de vivre. C'est cette journaliste devenue amie qui a recueilli ses confidences. Il a toujours eu un petit peu de mal avec la vie, comme il le dit. Voilà, après il y a eu des événements qui l'ont déstabilisé, comme ils se sont séparés il n'y a pas très longtemps, Roman et Renaud. Ça a été dur pour lui, ça a été dur pour elle. Le chanteur n'a pas souhaité répondre personnellement à notre demande d'entretien, mais il a chargé la journaliste de nous faire passer ce message à propos du livre de son frère. Alors, je n'ai pas vu mon frère depuis 5 ans. Il écrit des conneries sur moi. Je vis à l'île sur la Sorgue, loin des caméras, et je m'en porte beaucoup mieux. Je n'ai pas envie de polémiquer, parce que ça m'est nuisible. À bientôt 64 ans, Thierry Séchant vit dans le 14e arrondissement de Paris où il est né.
parolier dans la chanson, il vit surtout de ses écrits et vient de boucler un dernier roman sur Françoise Sagan. Mais c'est bien le destin du frère qui fait l'essentiel de sa bibliographie. J'ai vu tellement passer de livres très mauvais et très médiocres, avec des contre-vérités sur Renaud, que je me dis, mais je suis quand même celui, avec Dominique peut-être, sa première épouse, qui le connaît le mieux. Mais son dernier livre crée le malaise car jamais Thierry Séchant ne s'était autant enfoncé dans le mal-être de son frangin. Il revient sans ménagement sur l'alcool qui lui sert d'antidépresseur. Tu fis quelques séjours à ma clinique psychiatrique, tu y fus sevré à 2 ou 3 reprises. S'il était constamment heureux, j'exploiterais son bonheur. Mais ce n'est pas le cas. Tu avais 20 ans et tu étais déjà désabusé, un jeune homme ennuyeux, un peu morbide. La solitude est ta fidèle maîtresse depuis 60 ans. Le problème, c'est qu'il ne lit plus, c'est qu'il ne s'intéresse plus vraiment à rien. Il est dans sa maison, sa très jolie maison du Luberon, et qu'il regarde tomber le jour. Cette relation complexe entre frères trouve sa source dans l'histoire familiale, dans cette fascination des enfants pour un père issu de la bourgeoisie et surtout écrivain, Olivier Séchant, aujourd'hui disparu. Renaud ici, tout joyeux, et Thierry. Son père, à lui, avait des ambitions littéraires, il a écrit plusieurs ouvrages qui ont marché. Il a dû surtout être professeur d'allemand pour survivre. Sur ses traces, Thierry Séchant avait aussi des ambitions littéraires. Mais l'un comme l'autre n'ont pas eu le succès, rencontré le succès de Renaud qui, à travers des chansons, la chanson est parfois jugée comme un art mineur, a eu un succès littéraire, entre guillemets, bien plus grand et bien plus colossal que... J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre. Et le succès, Renaud va l'acquérir avec sa littérature à lui, atypique, qui éclate au grand jour dans l'Aise Béton en 1978. Paris, c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. La marque de fabrique de Renaud, c'est d'avoir imposé un langage argotique et de l'avoir imposé dans l'inconscient collectif à travers des expressions populaires que tout le monde maintenant connaît et possède. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. La griffe Renaud. 15 millions d'albums écoulés dans sa carrière, dont l'album référence Mistral gagnant en 85. Cette réussite, son frère Thierry en revendique une part. Je crois qu'il me doit intellectuellement et moralement, puisqu'intellectuellement c'est moi qui lui ai fait découvrir un peu la littérature, puisque Renaud avait arrêté ses études en seconde. S'il a connu les poètes, Rimbaud, Baudelaire, qu'il les aime, c'est un peu grâce à moi. Et les Mistral gagnants. Et à l'époque de Mistral gagnant, personne ne s'attend à voir le chanteur sombrer dans la dépression. J'aime bien le mec d'abord, parce qu'il est sympa. En moins de 2 ans pourtant, le chanteur perd ses amis et guides spirituels, Coluche et Desproges, tous réunis ce soir-là à la télévision. Mais c'est bien ce qu'il fait surtout, c'est ça. Ah ouais, il fait des chansons, il a du succès, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il aime. Voilà. Bon, qu'est-ce qui te plaît bien chez Pierre Desproges? Ah, ses chaussures, c'est des bottes. Et ses disparitions, Renaud le faux dur les supporte mal. C'est facile pour raconter pourquoi j'aime pas. Ouais. Pourquoi t'aimes bien un mec C'est sans doute un enfant gâté. Les enfants gâtés souffrent dans la vie parce qu'ils ne sont pas préparés, ni aux épreuves sentimentales, ni aux épreuves de la vie en général. Je crois que Renaud est très fragile à cause de ça. La perte d'être proche, l'alcool, la dépression, les divorces. La vie de Renaud est un roman noir. Et Thierry Séchant est ouvertement accusé d'exploiter les malheurs de son frère. Thierry exploite-t-il un filon commercial? Qu'en pense son frère? Eh bien, Renaud en est très malheureux. Il dit que son frère vit à ses crochets depuis 20 ans. En retour, avoir comme ça, écrire comme ça des livres insensés sur lui, ça choque beaucoup Renaud. Je ne vous cache pas que ces livres, 7 ouvrages en tout, et ce sera tout je crois, m'ont permis de vivre, et plutôt de bien vivre, depuis une vingtaine d'années. Et c'est quand je consacre 6 mois à écrire sur Richard Brantigan ou sur Françoise Sagan, je me doute que c'est pas avec cela que je vais payer mon loyer. Renaud, ce sont des ventes de 15 ou 20 000 assurées. Thierry assume donc avec une certaine désinvolture le fait de tirer profit de la détresse du frère.
Et la réconciliation semble peu probable, car ce que Renaud considère comme irréparable, ce sont les écrits cinglants de Thierry Séchant sur sa dernière femme, Romane Cerda. Et Romane arriva. N'importe quel portefeuille aurait fait l'affaire. Romane, dont Renaud va produire le premier album en 2004, avant leur séparation 7 ans plus tard. Ce qui l'a blessé particulièrement, c'est qu'on puisse dire que Romane pouvait être intéressée pour avoir été avec Renaud. C'est très difficile en fait pour lui à vivre tout ça. Je sais qu'il est un peu en froid, sans être fâché à vie et à la mort. Il n'aime pas que je dise du mal de Romane, mais comment pourrais-je en dire du bien? Aujourd'hui, on ignore quel sera le futur de Renaud, et si son frère osera encore en profiter. La seule chose, c'est que si jamais, je ne le souhaite pas, Dieu m'en préserve, mais il disparaissait avant moi, je serais peut-être tenté de reprendre le précédent, qui était un bon livre, le roman de Renaud, et de le mettre à jour. Vous voyez, c'est tout. Je vous emmène maintenant à Lyon pour le tournage d'un film qui tient particulièrement à cœur à Jamel Debbouze. La Marche raconte le grand mouvement pour l'égalité parti du quartier des Minguettes à Vénissieux et qui donnera lieu à ce qu'on a appelé la Marche des Beurs. C'était en 1983. Des dizaines de milliers de personnes avaient alors sillonné la France jusqu'à se rendre à l'Élysée. 30 ans plus tard, le réalisateur Nabil Benyadir adapte cette histoire sur grand écran. Avec Jamel Debbouze donc et Olivier Gourmet, ils nous ont exceptionnellement ouvert les portes de leur tournage. C'est notre grand angle cette semaine. Virginie Plot. On fait une répétition depuis le départ, s'il vous plaît. Le mythicisme. Mythicisme. Je connais rien. Jamel Debbouze en plein tournage. Il est Hassan, l'un des personnages principaux de La Marche, son prochain film. Un projet tout particulier pour lui. Il en rêvait depuis des années. Le réalisateur Nabil Benyadir l'a devancé. J'avais ce projet dans mon tiroir bien avant lui. Et il l'a fait avant moi. Donc j'étais obligé d'y adhérer. Nabil l'a fait et je lui ai demandé de me laisser participer à cette aventure que je trouve absolument extraordinaire. L'adaptation cinématographique d'une histoire vraie, celle de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, plus connue sous le nom de Marche des Beurs. 32 jeunes qui traversent toute la France à pied pour dénoncer les discriminations et sont accueillis en héros un mois et demi après à Paris par 100 000 personnes. C'est un film, une histoire d'amour. C'est finalement une histoire d'amour des marcheurs envers la France. Ils veulent être reconnus, ils veulent une nouvelle photo de famille et être dedans. C'est, je crois, la première fois qu'à la télévision, on a ces visages, on va dire black blanc beurre après. 30 ans après, on ne pensait pas que ça allait prendre une ampleur La jeune génération a voulu raconter cette aventure, rendre hommage aux marcheurs de l'époque et pourquoi pas faire passer un message. La Marche, pour moi, c'était d'abord une belle histoire de cinéma. Il se trouve que c'est une histoire magnifique qui peut permettre de faire bouger les lignes. C'est encore mieux. C'est encore mieux si on peut faire ça. On a une conscience, on ne peut pas rester sans rien dire, sans rien faire, alors qu'on a la possibilité de le faire. On ne peut pas faire que de la politique de salon, sinon ça ne sert à rien. Faire un film, c'est important parce que ça peut faire changer d'avis d'autres gens. C'est super important de faire des films. Retour dans le passé, vendredi dernier à Lyon. 30 ans après, la place Bellecour accueille à nouveau ses marcheurs. Sur l'estrade, une brochette d'acteurs connus. Avia Herzi, Charlotte Lebon, Olivier Gourmet ou encore Nader Boussandel, tous particulièrement impliqués dans le projet. 30 ans après, j'ai l'impression qu'on est encore... moi, je les vois comme des héros, quoi. Et ils sont toujours dans leur humilité, un petit peu, en disant bah, non, on a marché, on a fait ça, voilà, parce qu'il y avait des soucis à l'époque, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est énorme, énorme. Ces héros de 1983, ils sont là dans la foule des figurants, un clin d'œil auquel tenait l'équipe du film. C'est pour moi très important de les associer et de créer la rencontre entre les vrais marcheurs et les acteurs. Et donc ça avait fait un moment magique et très pudique. Arbi Rezgui est l'un d'entre eux. Il assiste ému à la reconstitution de son épopée. C'est la première fois que je vois un plateau comme ça de film, toutes ces caméras, tout ce monde. Mais j'espère que ce film va relater un peu la réalité de ce qu'on a fait. Il nous a ramenés là où tout a commencé, dans son quartier, les Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. C'est là, à l'été 83, que l'un des jeunes de la cité est victime d'une bavure policière.
lui et ses amis décident de répliquer à la manière de Gandhi par une longue marche pacifique. Le 15 octobre, ils sont 32 à prendre le départ. Tous les jours, on partait, on faisait 40 km à pied, dans le froid, parce que c'était l'hiver 83. Et on a traversé 52 villes. Et c'est là qu'on a vu vraiment la France. C'est là que j'ai vu vraiment les Français dans toutes les villes. J'ai vu vraiment l'accueil chaleureux qu'ils ont fait, qu'ils nous ont accueillis, ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné des gants, ils ont marché avec nous. Jusqu'à l'arrivée à Paris, 1 mois et demi plus tard, devant 100 000 personnes, place de la Bastille. Arbirezgui trône fièrement au milieu du groupe sur cette photo. Et dans la foule, un tout jeune spectateur. J'étais à Bastille sur les épaules de mon oncle quand ils sont arrivés, j'étais très jeune. Je savais pas ce qui se passait, il me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps. J'étais fier de savoir que j'avais contribué aussi à ma manière, enfin à sa manière. Le jour où on est arrivé à Paris, c'était l'apothéose. Il y avait 300 000 personnes, c'est pas plus. Et c'est là qu'on a vu qu'on avait réussi notre pari, en étant non violent. Les marcheurs seront même reçus à l'Élysée par François Mitterrand. Mais les lendemains sont difficiles, le retour à l'anonymat particulièrement douloureux. Nous avons retrouvé l'un des protagonistes de cette marche, le père Christian Delorme. C'est lui qui a encadré ces jeunes durant toute leur aventure. Dans le film, son rôle est tenu par Olivier Gourmet. Il se souvient pour nous de l'après et de leur désillusion. Ils avaient vécu une parenthèse un peu irréaliste, ils étaient des héros acclamés. Moi je me souviens très bien, et puis eux aussi d'ailleurs, les autres marcheurs, du retour sur Lyon, quoi. Complètement ignorés, inconnus. Même pour ceux des Minguettes, ils étaient un peu jalousés. On leur dit qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous aviez à gratter là-dedans, il y a sûrement un truc. Voilà, on a 18 ans, on marche toute la France à pied, on arrive à Paris, on rassemble 300 000 personnes. On vit une grande aventure pour vivre ensemble dans nos différences. Et nous, on nous a oubliés pendant 30 ans. Et c'est ça qui fait mal, c'est que personne n'a pensé à nous, personne n'a... voilà. Voici celle qui a réussi à les sortir de l'oubli. Nadia Lagdar, une jeune scénariste. Elle découvre l'histoire de cette épopée il y a 10 ans. Un vrai coup de cœur. C'est une histoire magnifique. C'est un sujet de cinéma incroyable. C'est-à-dire qu'il faudrait que je me creuse la tête pendant des années pour trouver un truc aussi fort. Et en plus, je trouvais que c'était intéressant et important de montrer qu'il n'y avait pas que des casseurs de voitures dans les quartiers, qu'il y avait aussi des gens qui étaient des héros méconnus de l'histoire de France. Pendant des années, elle essuie les refus. Et alors qu'elle n'y croit plus, elle trouve enfin un réalisateur et un producteur. Le casting est constitué, le film quasiment prêt à tourner. Et finalement, 3 des acteurs principaux, Laïla Bekti, Lambert Wilson et Ramzi Bedia, abandonnent. Les financiers aussi, jusqu'à l'arrivée miraculeuse de Jamel Debbouze. Il se positionne absolument pas comme le sauveur du film, c'est quelqu'un de très généreux. Mais Jamel nous a permis de faire le film. Et il est venu au tarif syndical, donc 350 € jour. Donc il joue vraiment le jeu. Voilà, il crie pour le Jamel. On espère ouvrir, on espère faire partager et surtout on espère raconter à travers la marche aux indigènes notre histoire commune. Cette histoire commune, le réalisateur n'a pas voulu l'enjoliver. Alors je ne vais pas vous mentir, cette marche, elle est beaucoup plus dure que ce qu'on croyait. Alors oui, on est fatigué. Oui, on a froid, il pleut. On a mal aux pieds, on a surtout mal au cœur, parce qu'ils font tout pour nous stopper. Une vision non édulcorée qui satisfait les vrais marcheurs de l'époque. Je vois l'enthousiasme des jeunes acteurs du film. Finalement, ils ne connaissaient rien de la marche. Ils se l'approprient, mais ils s'y retrouvent. Donc ils ont envie de vivre ce rêve. Alors s'ils peuvent le partager avec d'autres, c'est formidable. On va relater une histoire que les jeunes de moins de 30 ans ne connaissent pas. C'est quand même l'histoire de France. Et l'histoire de France, il faut que ça soit vivant, ça se travaille. Azouz Begag est écrivain et lyonnais. Il est aussi l'ancien ministre de l'égalité des chances et il espère beaucoup de cette initiative. Je considère que c'est vraiment une étape très importante pour essayer justement de recoudre les mémoires déchirées.
Parce que les jeunes aiment le ciné, aiment l'action, aiment les images. Et c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de les raccorder à l'histoire. Sortie de la marche le 27 novembre prochain, pratiquement 30 ans jour pour jour après l'arrivée des vrais marcheurs à Paris. J'espère qu'on fera pas le même dans 30 ans, ça serait relou. Non. J'espère que c'est la dernière fois qu'on fait un film sur la marche. Et puis surtout, tu sais, j'espère de tout mon cœur que les gens vont voir à quel point on crie, on gueule qu'on est français. Et à quel point on aimerait ne plus avoir à le faire. C'est ça notre bagarre. Voilà. Vive la France. Grand public s'intéresse maintenant au livre le plus traduit au monde après la Bible, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre a été écrit et publié à New York il y a tout juste 70 ans. Et à l'époque, l'aviateur français était en exil là-bas, fuyant la France de Vichy, mais refusant d'obéir au général de Gaulle qu'il trouvait trop autoritaire. Alors, comment cet exil douloureux a-t-il nourri l'œuvre de Saint-Ex, Le Petit Prince à 70 ans? C'est notre document cette semaine, Quentin Canette. Un soir d'avril, au cœur du quartier Saint-Germain à Paris. L'exposition organisée par les héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry pour les 70 ans du Petit Prince fait le plein. Un phénomène d'édition vendu à 145 millions d'exemplaires et qui continue d'attirer les foules. Ce livre, qui a une apparence de livre pour enfants, est un livre très philosophique, qui a été écrit avec des mots simples, faciles à comprendre, traduit dans 260 langues et dialectes, quand tout le monde parle le même langage. Une exposition événement qui jette une lumière nouvelle sur la genèse de cette œuvre. On y découvre un auteur vivant un exil difficile à New York, où il écrit le conte en 1942. Une ville où nous nous sommes rendus pour comprendre dans quelles circonstances est né le Petit Prince. Saint-Exupéry allait très mal à New York. Il était séparé de son pays, son mariage n'allait pas fort, il était au fond du gouffre. Et puis il y avait aussi tous ces désaccords avec les autres Français vivant à New York. Un Saint-Exupéry plus polémique, qui refuse de s'engager derrière de Gaulle et se retrouve isolé, malgré le succès de ses ouvrages comme Vol de nuit ou Terre des hommes. Une expérience dont il va se nourrir pour écrire Le Petit Prince. Le Petit Prince n'est rien d'autre que son autobiographie. Si vous comprenez l'homme, vous comprenez l'œuvre. Ouvrage le plus traduit au monde après la Bible, comment Le Petit Prince est-il devenu le chef-d'œuvre que nous connaissons aujourd'hui? Et que nous dit-il de la vie de son auteur? Pour le comprendre, nous nous sommes plongés dans le passé tourmenté de l'écrivain aviateur. Il est ce qu'on appelle un passionné. New-Yorkais pur souche, Howard Cherry a consacré sa vie à Saint-Exupéry et est un des experts les plus reconnus de son œuvre. Pour lui, Le Petit Prince à New York, c'est d'abord un lieu au bord de Central Park. C'est cet immeuble qui a vu naître les plus grandes œuvres de Saint-Exupéry. On est ici face à un des endroits les plus importants de la littérature de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ici qu'il a vécu la majeure partie des 27 mois qu'il a passé en exil aux États-Unis. C'étaient les femmes de ses deux éditeurs qui lui avaient trouvé cette adresse. En 1940, l'écrivain, héros de l'aéropostale, est une star internationale. Son ouvrage, Terre des hommes, a été sacré livre de l'année aux États-Unis en 1939 et Vol de nuit, paru en 1931, s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Pour ses éditeurs américains, il est indispensable de lui faire quitter l'Europe en guerre pour qu'il continue à écrire. Un soir de 1941, Antoine de Saint-Exupéry dînait dans ce restaurant, juste en bas de son immeuble, avec son éditeur et sa femme. À un moment, la femme remarque qu'Antoine n'arrêtait pas de dessiner un enfant sur la nappe. Et elle lui dit, Antoine, pourquoi tu ne raconterais pas l'histoire de cet enfant? Et on peut dire que c'est comme ça, durant un dîner, sur une nappe, qu'est né le Petit Prince. Saint-Exupéry, qui a besoin d'argent, accepte immédiatement. Il voit surtout une occasion de toucher une avance de plus de son éditeur américain qui est très généreux avec lui, et pour cause. Il sait qu'il est un grand auteur. Et il signe un contrat
pour écrire Ce Petit Prince. Mais rédiger un conte pour enfants n'a rien d'évident pour l'auteur de Vol de nuit. L'ouvrage prend du retard. Beaucoup de tentations à New York. On descend dans la rue, on va au bar, on voit des copains, on va à la Grenouille retrouver tous les copains qui font la fête, les acteurs, les gens du cinéma. La Grenouille, le restaurant français des années 40 où se retrouve l'intelligentsia parisienne en exil à New York autour du peintre Bernard Lamotte. Ici, Saint-Exupéry a passé de très bons moments. Il y a même écrit des chapitres du Petit Prince. Mais Saint-Exupéry, l'artiste qui voulait que les hommes s'unissent, est bien vite rattrapé par l'histoire. Les querelles politiques se font chaque jour plus violentes au sein de la petite communauté. Il y avait sans arrêt des discussions politiques. Et les deux camps voulaient qu'il prenne parti. Les Français libres de De Gaulle d'un côté et ceux qui défendaient l'administration de Vichy, du maréchal Pétain. Très vite, le New York si accueillant des débuts se transforme en enfer pour Saint-Exupéry. Chacun des camps le harcèle pour qu'il prenne position. François Daguet est le neveu et filleul de l'écrivain. On ne voulait pas choisir, parce que si je choisis un camp, je condamne l'autre. Donc les Français vont se tuer entre eux. Ils voulaient surtout éviter que les Français se battent entre eux. Il est au milieu, alors comme il dit, d'un panier de crabes avec les Français de New York, en plein conflit de personnes, avec beaucoup de mauvaise foi de part et d'autre. Certains gaullistes exaltés l'accusent même, par voie de presse, d'être pro-nazi. Des accusations qui rongent l'auteur, contraint de se justifier à chaque fois, comme dans ce courrier de 1942. Jamais, à aucun titre, sous aucun angle, je n'ai eu de lien avec Vichy. Jamais je n'ai pensé Vichy, j'ai pensé France. Pourtant, jusqu'au bout, Saint-Exupéry refuse de se ranger derrière De Gaulle. Il n'est pas gaulliste parce qu'il dit que, d'une part, un seul homme ne peut pas sauver la France. Et De Gaulle se prend trop pour le sauveur dans la France. Et en plus, il a une peur bleue des militaires et il pense que De Gaulle est un dictateur. La tension devient alors insupportable pour Saint-Exupéry, rongé par le stress. C'est ce dont témoignent les manuscrits et les dessins originaux du Petit Prince, conservés à la Morgan Library de New York. On a là un indice sur ses méthodes de travail. C'est habituel de voir ces traces de brûlure sur les feuilles qu'il utilisait à cause de ses cendres de cigarettes. Saint-Exupéry fumait cigarette sur cigarette, travaillait des heures durant toute la nuit, buvait café sur café pour tenir, et ça se voit sur ses dessins. Pour échapper à cette tension, Saint-Exupéry décide de quitter New York. Il s'installe à 1 heure de route de Manhattan, à Long Island, au manoir de Bevin House. L'écriture peut enfin avancer. Et lorsque le conte est publié le 6 avril 1943, l'accueil est unanime. Les gens disent que c'est un truc extraordinaire, mais aussi très rapidement, la critique, notamment dans le New York Times ou le Book Review, le New Yorker, dit mais non, c'est pas un livre pour enfants du tout, attention, c'est un livre pour adultes. Voilà. Saint-Exupéry n'a pas pu s'empêcher de s'adresser aux grandes personnes. Comment ne pas faire le parallèle entre lui et ce petit prince, isolé sur sa planète, et qui voudrait tant que les hommes s'entendent? En fait, dans Le Petit Prince, c'est un message d'amitié. D'ailleurs, le Petit Prince, il quitte sa planète, bon, parce qu'il souffre un peu avec sa rose, mais c'est aussi parce qu'il cherche des amis. Il a énormément souffert, et ça transparaît dans le livre. On peut y voir un message d'espoir, mais il y a aussi cette fêlure, cette souffrance que l'on voit tout au long du Petit Prince. Sa revanche sur ceux qui l'accusent de tiédeur, Saint-Exupéry la prend en 1944. Contre l'avis du général de Gaulle, il s'engage dans les combats. Son avion disparaît le 31 juillet au large de Marseille. Il faudra attendre plus de 60 ans avant que l'épave de l'appareil ne soit retrouvée en septembre 2003. Une fin mystérieuse et une œuvre entrée dans la légende. Gérard Philipe, Richard Bohringer, Johannes Farr, les plus grands noms ont depuis adapté Le Petit Prince et permis à l'œuvre d'entrer au panthéon de la littérature mondiale. L'entretien de grand public cette semaine, c'est avec Bérénice Bejo.
Muette triomphante dans The Artist il y a 2 ans, maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes l'année dernière, l'actrice se retrouve de nouveau en compétition officielle cette année avec Le Passé, film très attendu d'Asghar Farhadi, lui-même révélé par une séparation en 2011. Le réalisateur iranien explore là encore le thème de la déchirure amoureuse avec un rôle bouleversant pour Bérénice Bejo. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Bonjour Bérénice Bejo. Bonjour. Alors cet entretien va commencer par un petit questionnaire, c'est ce qu'on appelle le petit questionnaire de grand public, si vous êtes prête. Oui. La musique qui vous rappelle votre enfance? Les Beatles. Les Beatles? Ouais. D'accord, vous écoutiez les Beatles toute petite? Toute petite, ouais, mes parents ils nous mettaient les Beatles. Vous avez des souvenirs précis, familiaux, de cette époque-là? Oui, le premier appart de mes parents, sur le lit, à essayer de comprendre les paroles, regarder les paroles sur le disque, suivre, chanter. Donc j'ai appris plein de... Ouais, j'ai appris. Vous traduisez? Ouais, j'ai appris plein de mots en anglais comme ça en fait. D'accord, vous aviez quel âge? Parce que je devais avoir 5-6 ans quoi, les premières fois. Pas de musique argentine? Très peu en fait. Mes parents, ils ont été vraiment en rupture avec l'Argentine pendant longtemps. Mes parents étant partis pour des raisons politiques. Bon, c'est difficile de quitter un pays, de refaire sa vie. Donc j'ai pas du tout grandi ni avec le tango ou les auteurs, les écrivains argentins. Ne serait-ce même les films argentins, j'en ai pas vu. Donc du coup, j'ai pas grandi avec une culture argentine typique. Et alors donc du coup, avec le temps, c'est venu toute cette culture argentine? Oui, après à un moment donné, on a envie un peu de savoir d'où on vient. Donc je suis allée en Argentine en 2001, juste après. Ouais, donc assez récemment finalement. Voilà, assez à l'âge récemment. adulte en fait. Ouais, d'accord. Par moi-même. Et ça a été une découverte pour vous? Ça a été... Oui. D'abord, j'ai rencontré mes cousins que je connaissais pas, qui donc avaient 20 ans comme moi. Et puis, je suis arrivée à un moment donné où c'était très très compliqué en Argentine. Je crois qu'il y a eu 5 présidents en un mois. Les gens dans la rue. Moi, j'ai une sœur qui habite là-bas, qui avait pas même pas 1 euro pour s'acheter une bouteille d'eau. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Les jeunes qui voulaient partir, qui avaient qu'une envie, c'était de partir le plus vite possible, travailler ailleurs, grandir ailleurs. Donc c'était délicat. Et en même temps, j'ai adoré en fait, parce que il y avait une effervescence comme ça où les gens discutaient politique. J'ai aimé ce côté politique, social, les gens dans la rue. Et je me souviens d'avoir envoyé un mail à mes parents en leur disant « Je comprends pourquoi vous êtes partis. Je vous remercie de m'avoir donné la chance d'aller vivre ailleurs et de connaître autre chose. Mais en même temps, je suis contente d'être là et je suis fière d'être argentine. » L'artiste que vous aimeriez ressusciter? Je pense Marilyn Monroe, j'aurais bien voulu qu'elle continue un peu. Ouais. C'est une personnalité, une actrice, tout ce qu'elle dégage, et c'est vraiment loin de moi pour le coup. Oui, bah, vous êtes aussi brune qu'elle est blonde. Voilà, je suis aussi plate qu'elle est pulpeuse, donc tout va bien. Ça vous fait rire. Le film qui vous fait pleurer, Bérénice Bejo? Le film qui me fait pleurer systématiquement, c'est... Nos plus belles années avec Barbara Streisand et Robert Redford. La fin me bouleverse systématiquement, je la connais par cœur. Systématiquement, je pleure. Je trouve que Barbara Streisand dans ce film est extraordinaire. Ça, c'est vraiment un rôle d'héroïne pour moi que j'aurais... Voilà, ce genre d'héroïne-là, j'aimerais les jouer, ces personnages-là. C'est des héroïnes de tous les jours. Pour moi, ma mère, bon, maintenant, on vit en France, mais quand elle était en Argentine, je pense que je l'imagine un peu comme une héroïne. Parce qu'elle était avocate, elle était impliquée politiquement, elle défendait une opinion, elle était contre le pouvoir, et sa vie en Argentine était vraiment tournée dans ce sens-là, quoi. Mais vous êtes, vous aussi, une héroïne, une femme très forte dans le prochain film d'Asghar Farhadi, qui s'appelle Le Passé. Vous m'avez vraiment bouleversée, Bérénice Bejo. Comment est-ce que vous avez été amenée à travailler sur ce projet? Comment est-ce qu'il vous l'a proposé? Comment ça s'est fait? Au départ, il voulait pas me rencontrer parce que il avait déjà quelqu'un en tête? Il avait déjà quelqu'un en tête qui après a refusé le film. Et du coup, vous parlez de Marion Cotillard. D'accord. Et du coup, je pense que c'est difficile pour un réalisateur de passer d'une comédienne à l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré 3 heures avant de prendre mon avion pour partir en vacances. Je partais 5 semaines en Argentine. Je l'ai vu à 6 heures et je devais être à l'aéroport à 8h30. D'accord. Donc mon agent m'a appelé à 5 heures pour me dire Asghar Farhadi veut te rencontrer. Et les essais, c'était
pas des essais classiques. En fait, il a passé 1 heure avec une maquilleuse et un coiffeur à changer des choses. Il essayait de trouver quelque chose qu'il n'avait pas vu chez moi dans les autres films. D'où une coupe de cheveux différente, les sourcils, les yeux maquillés en rouge à l'intérieur. Il vous a vraiment façonné en quelque sorte. Il m'a façonné, il m'a mis du coton dans la bouche, à tel point que quand je suis partie, je me suis dit, il cherche tellement quelqu'un d'autre que ça ne doit pas être moi. Et en fait, maintenant que j'ai travaillé avec lui, il fait ça systématiquement. Il l'a fait avec Tahar, il l'a fait avec Ali Moussafa. Tahar Rahim, oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario et dans le personnage de cette femme forte, donc? Faut que je sois quand même complètement honnête. Ce qui m'a séduit avant tout, c'était de tourner avec Asghar Farhadi. Vraiment. J'ai presque envie de dire, même si j'avais pas aimé le scénario, ce qui n'est pas le cas, je lui aurais fait confiance et j'y serais allée. Ouais. Ensuite, ce qui m'a séduit, si après j'avais dû me poser la question d'accepter ou pas ce rôle, je pense qu'il est tellement à l'inverse de ce que j'ai fait dans The Artist. C'est-à-dire que pas glamour dans le sens des paillettes, enfin de côté très beau. Il n'y a pas de paillettes. Voilà, c'est très une mère de famille très simple qui essaie d'élever ses enfants comme elle peut. Qu'on me confie ce rôle, que ce soit crédible, d'être dans un personnage qui doute, qui vit des choses douloureuses, qui est pas dans quelque chose de positif et solaire. Souvent on me propose des rôles très solaires, très souriants. Voilà, ça m'intéressait forcément. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable? Oui. Tu vis avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? On est arrivé? Ouais. On va vous suivre de près à Cannes dans quelques semaines. Le passé est en sélection officielle. Et en plus, quand même, Bérénice Bejo, ça fait 3 ans que vous partez à Cannes, 3 années de suite. L'année dernière, vous étiez maîtresse de cérémonie. L'année d'avant, c'était pour The Artist. Cette année, c'est pour le passé. Ça va, vous commencez à... Oui, je commence à connaître un petit peu le festival. Avant d'aller à Cannes la première fois, ça représentait quelque chose de particulier pour vous? Non, ça représentait absolument rien dans ma vie de tous les jours. Mes parents regardaient pas le festival de Cannes, ils regardaient pas les cérémonies, donc du coup j'ai pas du tout grandi. Pas d'émotion particulière en fait. J'ai pas grandi avec ça, quoi, vraiment. Je sais même pas quels sont les films qui ont été primés à Cannes dernièrement. Donc je suis un peu nulle en fait. Vous connaissez les films de la sélection officielle cette année? Oui, du coup là je m'intéresse. Non mais si je suis invitée, je vais m'intéresser quand même. Là je suis fière d'y aller aussi avec Tahar qui a vécu quelque chose de très fort avec Cannes. Absolument. Pour lui ça a été quand même le début de sa carrière, c'est quand même dingue. Un prophète. Et voilà, avec Le Prophète. Et moi ça a été le début d'un film qui a quand même changé ma vie professionnelle quand même de manière assez forte, quoi. Ouais. Et donc d'emmener Asghar qui n'y a pas été. On est assez excités à l'idée d'y aller. Un dernier mot peut-être sur le rôle de maîtresse de cérémonie, puisque vous l'étiez l'an dernier, cette année c'est Audrey Tautou. Ouais. Je ne sais pas quel souvenir vous gardez de cette expérience, mais est-ce que vous auriez un conseil pour elle, un petit mot? D'abord, je pense que c'est un rôle totalement inhumain. C'est vraiment le rôle que j'ai vraiment... C'est vrai? Ah ouais, non, c'est inhumain de faire un truc comme ça. C'est quoi? C'est le stress? C'est beaucoup de stress. C'est 1 minute 30. On est jeté vraiment. C'est comme si vous ouvriez la cage au lion. Vous êtes là. C'est très dur. C'est vraiment quelque chose... Je suis très fière de l'avoir fait, mais quand je l'ai fait, vraiment, pas 2 fois, quoi. Émotionnellement, c'était très violent. Peut-être que la deuxième fois, c'est plus facile, du coup. Et Audrey Tautou, je pense qu'il y a vraiment rien à lui dire. C'est tellement la gentillesse, la bonté incarnée qu'il va rien lui arriver. Elle va rentrer sur scène et tout le monde va l'aimer tout de suite, quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse. Donc vraiment, j'ai aucun conseil. Ce qui me fait rire, c'est que Audrey Tautou était venue me voir en me disant « Comment tu as pu faire ça? Jamais, jamais je ne pourrais faire une chose pareille. » Donc là, j'ai hâte de la voir et lui dire « Alors, c'était comment ?» Parce que vraiment, elle me disait « Jamais je pourrais faire ça. » Comme quoi, ne jamais dire jamais. Exactement. Merci beaucoup, Bérénice Bejo, et rendez-vous à Cannes. Rendez-vous à Cannes. Merci. Je vous propose de découvrir maintenant le coup de cœur de grand public. Il est pour une femme, une œuvre qui n'avait jamais quitté Paris depuis sa création. La fameuse Olympia, nue de Manet et objet de scandale en 1865. Si Olympia refait parler d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle vient de partir en convoi exceptionnel pour Venise et le Palais des Doges. Il a fallu pour cela une autorisation personnelle du président de la République, François Hollande. L'incroyable odyssée d'Olympia, c'est un reportage de Christophe Hérault.
Venise, au petit matin, le grand canal est désert, et dans leur palais, les Vénitiens dorment encore. Personne ne se doute que sur cette barge, dans cette caisse, est embarquée une œuvre à la valeur inestimable. L'un des plus grands tableaux du monde. C'est une icône qui accoste sur la place San Marco en toute discrétion. Protection rapprochée et manœuvre risquée. C'est un peu délicat parce que la caisse est très haute et voilà, et le chariot est étroit. Et comme, ce qui est toujours un petit peu délicat, quand ils vont enlever les élingues, il faut que la caisse reste absolument droite. Il fallait débarquer au petit matin avant que la marée touristique n'envahisse la Sérénissime. Ensuite, les 300 kilos sont portés à dos d'homme, comme à la Renaissance, pour accéder dans les salles du Palais des Doges. Ça fait beaucoup de choses et pas forcément habituelles. Donc on avait une appréhension pour toutes ces opérations et toutes ces étapes. L'Olympia est à Venise. Le tableau d'Édouard Manet est accroché. C'est la première fois qu'elle quitte la France. C'est un événement. Ce sont des tableaux qui ont changé l'histoire de l'art. Et pour une directrice de musée, c'est une émotion incroyable. L'Olympia, cette courtisane nue, à la blancheur crue, qui en 1865 provoqua un scandale, sera durant 4 mois à Venise une star mondiale. Cette aventure a commencé en janvier 2013 à Paris, dans les réserves du musée d'Orsay qui abrite la plus grande collection impressionniste du monde. La toile est bichonnée, auscultée. Chaque centimètre carré de la peinture est observé à la loupe. L'Olympia est une courtisane toilettée pour son grand voyage. Elle a été décrassée, c'est surtout ça. C'est qu'elle était, on a quand même, il y a des choses on a beaucoup mieux vu le fond qui était un peu caché. Pour une toile âgée de 136 ans, à peine quelques rides apparaissent. C'est ce que je contrôle avec ma lumière rasante. Vous voyez, on voit les craquelures qui sont assez présentes, mais qui ont été stabilisées par le rentoilage. D'ailleurs, elle a pas de craquelure sur le visage. Elle a retrouvé sa jeunesse. Mais pour rejoindre l'Italie, il lui fallait une cuirasse, un verre de protection, un cadre bourré de capteurs thermiques, des systèmes anti-vibration, une armure de près de 120 kilos. Et pour tous ceux qui l'ont approchée depuis 3 mois, l'Olympia dégage une aura. Elle fascine. De l'émotion, bien évidemment, mais on a d'abord le côté, j'allais dire, professionnel, c'est comme un chirurgien. On réalise d'abord notre acte de conservation-restauration en faisant ce dispositif. Et c'est vrai que vous l'avez remarqué, au moment où on nettoie le verre, on regarde cette œuvre, on rentre dedans. Et donc, bien évidemment, c'est un grand privilège et en même temps une grande émotion, bien sûr. Voilà, opération terminée. C'est vraiment super. Vendredi 5 avril, le jour du grand départ approche. Pour ce voyage, il a fallu en appeler au président de la République. Seul François Hollande pouvait accepter que l'Olympia quitte le sol français, c'est la loi. Un voyage exceptionnel, procédure exceptionnelle. Il n'y a jamais eu un problème sur un tableau lors d'un transport, mais Olympia, c'est la première fois qu'elle sort. Donc on prend effectivement, on applique nos procédures habituelles, mais avec infiniment plus de précautions. Il y a un côté exceptionnel par sa dimension, la taille de la caisse, tout est exceptionnel. Tu peux m'envoyer l'ouverture de la PSF 2S01, s'il te plaît? 10 avril, sous-sol du musée, 5 h du matin. L'Olympia et les 22 tableaux de Manet vont quitter Paris. Alors on va procéder au chargement. Jamais autant d'œuvres n'ont pris la route ensemble. Un convoi est organisé, des camions banalisés, des chauffeurs spécialisés dans le transport d'œuvres d'art. C'est une odyssée secrète. Nous allons partir pour Venise, accompagner les tableaux jusqu'à destination. Et là, c'est ultra confidentiel le chemin que vous prenez Oui. C'est ça? Oui, je peux rien vous dire sur le trajet. Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, je ne peux rien vous dire. Une confidentialité digne d'un transport de fonds et une escorte policière. Nous sommes là pour s'assurer qu'entre le chargement et le déchargement, personne n'ouvre le camion
et que quand il y a des arrêts sur les aires de repos, les camions sont sécurisés. Il faut avouer que ces œuvres ont une valeur inestimable. C'est bon ? Allez, on ferme. Elles ne sont pas cotées sur le marché de l'art. Et il faudrait parler en centaines de millions d'euros qui, ce matin-là, prennent la route pour l'Italie. Ce voyage vers Venise pourrait sonner comme une revanche. Celle de l'Olympia et d'Édouard Manet. Se retrouver à l'affiche dans la Cité des Doges, dans l'une des plus belles villes du monde, le peintre n'aurait sûrement pas imaginé cela il y a 150 ans, quand il présenta son tableau au public parisien. C'est un nu féminin, mais c'est aussi le portrait d'une courtisane, d'une prostituée. Exposé en 1865, les critiques sont violentes. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. L'Olympia est traitée de tous les noms d'oiseaux. L'Olympia, c'est une scandaleuse. C'est sans doute le tableau qui a suscité la plus grande violence tout au long du XIXe siècle, et j'inclus Courbet, Ingres, au fond tous les modernes. Parce qu'il touche là à l'interdit. On ne montre pas ce que précisément Olympia désigne avec sa main gauche, le sexe. Ce n'est plus le corps d'une divinité, c'est une femme déshabillée. Ce n'est plus un nu, mais une femme nue. Ce nu qui aurait presque pu disparaître aux oubliettes. Il a fallu que Monet se mobilise pour qu'il intègre les collections du Louvre. Sinon, le public du XXe siècle ne connaîtrait peut-être pas l'Olympia. En 1865, la majeure partie des critiques et du public se trompe. Il faudra presque un siècle pour que ce même public s'en rende compte. Et d'ailleurs, Zola les avait avertis. Hein, vous avez ri de Manet, mais vos petits-enfants riront de vous. À Venise, pour tenir compagnie à l'Olympia, une autre scandaleuse, bien plus âgée. Voici la Vénus d'Urbino du Titien. Encore un chef-d'œuvre, encore une toile incomprise. Longtemps, à Florence, au musée des Offices, elle fut cachée par un rideau. Le nu féminin provoque toujours des émois, et à chaque époque, c'est tabou, même en peinture. Pour nous, aujourd'hui, nous voyons l'Olympia et la Vénus avec un œil très libre, sans tabou. Nous respectons le point de vue originel du peintre. La Vénus fut longtemps considérée comme scandaleuse. Elle était souvent recouverte, on l'a présentée voilée pendant plusieurs décennies. En revanche, l'Olympia est un tableau qui a scandalisé, mais on ne l'a jamais caché. Le face-à-face est un choc, deux beautés, deux belles alanguies, 3 siècles les séparent. Mais au jeu des ressemblances, c'est la sensualité qui les réunit. Je pense que d'ailleurs ça nous a traversé au moment d'écrire le texte, d'appeler ça les deux sulfureuses ou les deux scandaleuses côte à côte, ce qui était un petit peu le cas. Édouard Manet connaissait bien le tableau du Titien. Durant ses voyages en Italie, déjà il vénérait cette Vénus. Il s'en est inspiré pour peindre l'Olympia. Aujourd'hui, pour la première fois, ces deux sulfureuses nous regardent. Et là, vraiment, on est dans une salle. Je vous avoue que de mon vivant, je ne reverrai jamais une salle aussi importante, aussi belle. Et c'est une confrontation un peu cataclysmique entre les deux. Parmi les plus beaux nus, le plus beau nu que nous ayons dans les collections françaises est sans doute le plus beau nu que les Italiens aient, malgré le grand nombre de nus dans leur musée. La Vénus d'Urbain a un classicisme, une beauté, une paix. Et elle nous invite à participer au même espace qu'elle, alors que Olympia nous rejette à l'extérieur du cadre. Elle nous dit « je ne suis que de la peinture, ne me touchez surtout pas et n'ayez aucun désir par rapport à moi ». Ironie de l'histoire, l'Olympia n'a pas pu s'afficher sur les murs de Venise. C'est interdit le nu féminin, place San Marco. Il reste donc aux visiteurs à pénétrer dans le Palais des Doges pour une rencontre avec deux des plus beaux nus de l'histoire de la peinture. Dans notre agenda culturel cette semaine, Laurent Deutsch en pleine répétition de sa prochaine pièce de théâtre, le chanteur will.i.am amoureux de la Joconde et le philosophe Michel Onfray qui s'en prend sans ménagement à la musique d'ascenseur. Ce sont nos incontournables cette semaine. Julien Pau. Je suis Tony Stark. Je fabrique de beaux gadgets. J'ai une petite amie géniale. Et de temps en temps, je sauve le monde. La classe internationale. L'équipe d'Ironman 3 a choisi Paris et le Grand Rex pour faire son avant-première mondiale.
Et voilà mes renforts. Alors que la presse salue ce 3e épisode comme le meilleur, spectacle pyrotechnique et second degré pour les collants moulants, on apprécie ces stars qui ont fait l'effort de venir jusqu'à nous pour nous vendre le film. Tiens, au hasard, Gwyneth Paltrow, la femme du héros, elle nous dit quoi? Je n'ai pas encore vu le film, alors je ne sais pas trop comment est mon personnage. Bon, peut-être que Robert Downey Jr. alias Iron Man a quelque chose à nous dire? Comme Tony Stark, je vis à Los Angeles. Lui a beaucoup d'argent, moi j'en ai un petit peu aussi. Et tous les deux, nous conduisons des Audi. Je ne suis pas exactement comme lui, mais j'adore jouer le rôle. Ah, zut! Entre l'actrice principale qui n'a pas vu le film et son super-héros qui pense qu'à nous vendre des bagnoles... Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous. C'est sûr que les effets spéciaux sont pas gratuits. Comment allez-vous répondre à ces attaques? En même temps, appréciez le feu d'artifice. Cette semaine, will.i.am, le chanteur des Black Eyed Peas, était à Paris pour présenter son nouvel album, Willpower. Bien sûr, il nous a dit qu'il aimait l'amour, l'énergie, l'éducation ou la paix, mais aussi, et c'est plus inattendu, le Louvre. La chanson A Smile of Mona Lisa me touche vraiment beaucoup, parce que je l'ai enregistrée en grande partie au Louvre, juste à côté du tableau de Léonard de Vinci. La direction m'a donné l'autorisation d'entrer au Louvre à 2 h du matin. Et j'ai pu enregistrer les guitares juste là, à côté du tableau, et j'ai pu capter l'ambiance de la pièce. Toujours plus étonnant, will.i.am, le mec qui vend sans doute le plus de disques dans le monde aujourd'hui, a décidé de retourner à la fac. Je suis complètement fasciné par la physique quantique. C'est pourquoi je vais retourner à l'école en septembre prochain pour apprendre les sciences de l'informatique. Tous les mecs de la Silicon Valley, ceux qui ont créé Facebook, Twitter ou Instagram, ils ont changé le monde. Je garderai ça à l'esprit. Oh le beau flop. En parlant de musique, cette semaine, Michel Onfray sort La raison des sortilèges. Un bel entretien sur les rapports musique et philosophie. Nous l'avons emmené dans un bar parisien un peu branchouille, un peu bruyant, qui diffuse en permanence une musique de fond. Alors, c'est quoi ce truc dans nos oreilles? Vous voulez un petit commentaire de ça, c'est ça, de cette musique de fond là? Elle est vraiment le contraire de la musique. C'est une non-musique, c'est une anti-musique. Et c'est intéressant de voir comment une musique peut être le contraire de ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire cette musique, elle peut être entendue dans tous les endroits du monde, sur tous les endroits de la planète où il y a un ascenseur, où il y a des immeubles, où il y a une gare, où il y a un supermarché où on vend n'importe quoi. C'est une musique qui accompagne la vente de produits, produits au pluriel. Et je pense que c'est justement parce que nous sommes nourris à ce genre de non-musique ou d'anti-musique que nous sommes devenus incapables d'entendre la vraie musique. Un livre qui aborde une multitude de questions. Que dit la musique? Comment devient-on mélomane? Que révèlent nos intonations? Les menteurs sont parmi nous. Vraiment, il y en a plein. De super menteurs jusqu'aux menteurs d'aujourd'hui, les Cahuzac, les Rabin Bernheim et les quelques autres qui mentent en permanence. On se dit, mais et si nous entendions la musique de ce qu'ils disent plutôt que ce qu'ils disent? Simplement, comme ça fait des millénaires que nous avons oublié la musique au profit du sens, on oublie totalement ce qui nous est dit dans le ton. Si nous étions un peu plus mélomanes et musiciens, probablement serions-nous moins abusés. C'est pas parce qu'on est flic qu'on n'est pas sexy. Vous n'avez pas plus discret? C'est pour la visite du ministre. Elle a été annulée. Candice Renoir a quelque chose de touchant, ses mômes, ses talons aiguilles, ses rondeurs, ses problèmes d'autorité. Bien, vous savez ce qu'on va faire? Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. T'as entendu la dame? Candice Renoir. Sa revanche a lieu tous les vendredis à 20h50 sur France 2. Allez, c'est parti! Plus de 200 artistes au Printemps de Bourges jusqu'à dimanche. Demain, Woodkid ou encore Lescope. Samedi, Vitalik, Breakboat, Fauve ou Valérie June. Dimanche, DC's et Section d'Assaut. Ça devrait aller, non?
Dimanche de 18h50 à 23h15, le palmarès des nouveaux prix du théâtre sera présenté par Aïda et co-présenté par Laurent Gamelon et Philippe Lelouch. La nouvelle grande fête du théâtre sur France 2. La station Chambaudet, le célèbre vaudeville d'Eugène Labiche avec Laurent Deutsch, Bruno Solo, Claire Nadeau ou encore Pef, bientôt au théâtre Marigny, de quoi animer une grande cour de récré. Toujours, il n'est jamais arrivé à l'heure pile. Brouté et moi, on arrive en général avant l'heure. Lui, c'est à 10. Voilà, c'est Monsieur 10. En exclusivité pour les incontournables, voici la toute première répétition de la troupe. Aïe, 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 aïe. Comment? Oui, tous les jours, à 1h, elle joue J'ai du bon tabac. Et c'est agaçant. Parce qu'on aime le charme des petits défauts encore visibles. Je suis l'architecte de madame. L'architecte. Madame fait construire. Ça? Oui, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Et qu'on adore leur enthousiasme toujours communicatif. À moins de 3 semaines de la première, il y a ce petit quelque chose d'inquiétant à les voir déconner avec leur micro scotché sur le front. Vous vous dites, ils ne seront jamais prêts, c'est sans compter sur le stress qui donne des ailes. La pétoche, ça va venir... D'ailleurs, il faudrait qu'elle arrive aussi, la pétoche, parce que c'est l'antichambre du succès, c'est la prise de conscience du rôle et de l'événement, parce que c'est un sacré enjeu, on a envie de faire plaisir, donc on guette le stress et la peur avec impatience, parce que ça fait partie, ça conditionne un peu tout. Du 7 au 14 mai prochain, vous aussi, soyez prêts. Rarement le nouvel album d'un groupe français aura été aussi attendu dans le monde entier. 8 ans que les fans de Daft Punk attendent le retour d'un duo qui a révolutionné tous les codes de la musique, mais pas seulement. Les Parisiens Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo ne se montrent que casqués, cultivant à la fois le mystère et le marketing. Alors comment ces deux-là sont-ils devenus les stars anonymes de la French Touch? Daft Punk, la révolution française, c'est notre décryptage cette semaine. Il est signé Romain Clément. En moins d'une semaine, c'est devenu l'un des tubes les plus écoutés de la planète. 7 ans après leur dernier album, les robots des Daft Punk font leur retour mondial avec ce single, Get Lucky. Le single, sorti donc vendredi matin en Europe, a été numéro 1 en 55 pays. Et l'album, qui n'est qu'en précommande, on ne peut qu'écouter que le titre, est numéro 1 dans 52 pays. C'est absolument incroyable. Et déjà 40 000 téléchargements sur Internet, rien qu'en France, en seulement 3 jours. Les Daft Punk sur cet album ont réuni un peu le casting de ce qui se fait le mieux en musique populaire. Ils ont pris Neil Rogers, le guitariste de Chic, ils ont pris Julian Casabianca, qui est le chanteur des Strokes. En écoutant cet album, je me suis posé, comme quand j'écoutais Jimi Hendrix, je me dis « Waouh, je suis bluffé, comment ont-ils fait ça ?» Les Daft Punk, 20 ans de carrière, 10 millions de disques vendus, l'histoire de 2 génies français qui transforment la musique électronique. Je crois qu'ils ont révolutionné la musique entièrement. Les Daft Punk sont populaires depuis l'Indonésie jusqu'à la pointe de la Russie, en passant par l'Océanie. C'est un phénomène mondial. Les Daft Punk, des rois du son, du marketing aussi. Ils entretiennent le mystère avec brio pour tenir en haleine leurs millions de fans. Il y a des gens que ça agace. Ce côté, comment fabriquer un buzz, comment fabriquer de l'anticipation. Décryptage, qui se cache derrière le masque des Daft Punk, qui sont ces 2 Frenchies qui font danser le monde entier. Paris ce matin. Voici l'un des rares endroits au monde où l'album est présent, gardé avec les plus infimes précautions, par Michael Vijnen, directeur général de la toute nouvelle maison de disques des Daft Punk. Et voilà, donc ça c'est la mallette dont pas mal de gens parlent, parce qu'en effet, nous avons reçu cette mallette par avion, n'est-ce pas, la semaine dernière, avec un code. Par exemple, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une boîte noire avec l'album. Et donc là, il y a tous les titres, les 13 morceaux. Absolument. Et pour l'instant, personne ne peut les écouter à part chez vous, chez Sony. Oui, tout à fait, oui. Et ça arrive pour tous les artistes ou c'est très spécifique? Non, c'est la première fois que je vois ça, non.
Le culte du secret, c'est la marque des Daft Punk. Même les musiciens qui ont travaillé avec eux sur l'album, comme Chili Gonzalez, ont reçu pour consigne d'en dire le moins possible. Vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur le... Attends, il y a les robots là. Ah, j'ai pas le droit de parler de l'album réellement, ni mes impressions. Je peux parler des Daft Punk, je peux parler du piano, je peux parler des influences classiques dans tout notre travail, mais... Silence radio. Silence radio. Pour créer le buzz, le groupe excelle. Il y a à peine un mois, la toile s'enflamme lorsque les Daft Punk diffusent en avant-première 15 petites secondes de leur single. La campagne de promotion de cet album a démarré 2 mois avant sa sortie, ce qui est totalement inédit. 1 million d'euros rien qu'en France en budget marketing et campagne d'affichage. En 24 heures, les Daft Punk deviennent le sujet le plus tweeté au monde. Sur Internet, commentaires, faux clips, parodies, les fans se déchaînent. Aujourd'hui, c'est vrai que les internautes s'emparent de ces informations pour en créer de nouvelles, c'est-à-dire qu'ils Daft Punk lâche une boucle de 15 secondes, un internaute en fait un morceau qui dure 10 minutes. Les fans de Daft Punk sont les meilleurs fans au monde, parce qu'ils font tout eux-mêmes. Le groupe ne fait rien et les fans font tout. Des fans acquis à leur cause depuis ce jour de 1997, où ce tube et ce clip du réalisateur Michel Gondry les catapultent au sommet d'une gloire mondiale. Around the World les propulse sur une sphère mondiale, et puis c'est à l'album d'après avec One More Time qui a été vraiment un gros tube planétaire où ils acquièrent vraiment cette stature de superstar comme finalement la musique populaire en France n'a jamais connue. La pop adore ce genre de choses. En plus, c'est nouveau. Il y a un mystère. Qui sont ces types? Et même, il y a un mystère au point qu'on peut se demander, même des fois dans leurs concerts, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est eux? Derrière le masque, 2 Parisiens issus du quartier de Montmartre. Thomas Bangalter à droite et Guy Manuel de Homem-Christo. Les clichés d'eux à visage découvert sont rares. Pour Benjamin Diamond, chanteur du groupe Stardust et ami d'enfance, leur réussite s'explique par leur talent, mais aussi par le rôle joué par le père d'un des 2 garçons. Le père de Thomas Bangalter, qui s'appelle Daniel Vanguard, c'est donc un producteur de disco français extrêmement connu qui a produit La Compagnie Créole, Ottawa, un certain nombre de succès. Voilà, et ça a beaucoup marché. Je pense que ça vient de là aussi, c'est évident. C'est une évidence. Si son père avait été peintre, peut-être qu'il aurait fait autre chose. Ou s'il avait été réal de film, il aurait fait peut-être autre chose. Prédestiné ou non, le travail du duo a payé. Ils ont aujourd'hui réussi à imposer leur univers robotisé et leurs clips déjantés. Un univers très particulier qui inspire même les comiques. Dans la salle parisienne du Point Virgule chaque soir, Thomas VDB, journaliste et comédien, il revisite avec humour le récital des 2 héros masqués. Il y avait chez Daft Punk assez de codes à détourner, que ce soit l'anonymat, que ce soit l'énorme succès, que ce soit le label French Touch. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un truc... on voulait que l'intitulé soit drôle, et puis évidemment, Daft Punk, de par toutes les aspérités qu'il y a dans leur univers, les robots et tout ça, voilà, ça m'inspirait. Je savais que ça pouvait être source de gags. Toi t'es Daft et toi t'es Punk, c'est ça? Si après 7 ans d'absence, l'attente autour des Daft Punk est impressionnante, c'est aussi parce qu'ils ont su résister. Pourtant, au milieu des années 2000, après l'immense succès de Discovery, ils manquent de tomber dans l'oubli. Il y a une tâche dans la discographie des Daft Punk, vous savez qu'ils ont fait un 3e album qui était pas très pertinent, qui copiait plus que créait quelque chose. On sentait une espèce de dessèchement, voilà. On sentait les machines arriver peut-être à leur limite, ça moulinait un peu, ça tournait rond, mais est-ce que c'était pas la fin d'une formule? Un passage à vide dont ils vont mettre du temps à se sortir. Même leur bande originale de Trône l'héritage, un blockbuster de Disney, déçoit les fans. En quête d'inspiration, ils vont mettre près de 5 ans avant de réussir à composer leur album. Ils ont essayé pendant 1 an de faire la suite des 3 premiers albums, tout électronique, en studio. Et puis ça ne fonctionnait pas, ils ont tout jeté.
Pour rebondir, ils vont révolutionner leur genre, alliés à leur son électronique de vrais instruments. Pour l'instant, Daft Punk, c'était vraiment Thomas et Guiman, deux robots. Et puis, d'un seul coup, ils arrêtent, ils convoquent Nile Rodgers, mais ils convoquent toute une... Il y a une véritable palette d'invités assez formidable. L'idée, c'est de prendre les gens qui les ont impressionnés et de leur proposer de faire une musique du futur. Parce que ça reste un disque de Daft Punk, il y a quand même beaucoup de synthétiseurs. Mais il y a un vrai batteur, il y a un vrai bassiste et il y a deux guitaristes. Donc ça, c'est totalement invraisemblable. Dans leur casting de luxe, ils refont appel au très recherché musicien, Chilly González, et lui demandent d'adapter avec un piano traditionnel leur son futuriste. Et ça donne ça. Ici le morceau Something About Us de l'album Discovery. Chilly González nous raconte comment il a été contacté par les Daft Punk. On a tous eu un Daft Phone à l'époque et on attend que ça sonne. Et quand le Daft Phone sonne et tu vois le Daft Signal, ben tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu te rends à Los Angeles, comme moi j'ai fait il y a plus que 2 ans. Les Daft Punk, ils savaient que j'étais plutôt vieille école, dans le sens où je suis pianiste avant tout. Et ils m'ont demandé en fait de faire une espèce de... comme c'était une reprise à l'envers, comme si le morceau Too Long de l'album Discovery, comme si leur version était la remix d'un vieux titre des années 70. C'est ça le concept. En 3 jours, déjà 300 000 albums commandés sur Internet. Plus chic que jamais, les Daft reviennent, habillés par Eddie Slimane de la maison Saint-Laurent. Officiellement, l'album sort le 21 mai. Il sera dévoilé intégralement 4 jours avant, en Australie, lors d'une fête agricole. Les robots seront-ils de cet événement atypique? Un nouveau mystère qui planera jusqu'au dernier instant. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur le site france2.fr. Vous le savez, Grand Public est aussi diffusé samedi dès 14h50. En attendant, comme le veut la tradition, on se quitte avec un extrait culte. Ce soir, il s'agit de Taxi Driver, chef-d'œuvre signé Martin Scorsese en 1976 et qui ressort dès le 1er mai en version numérique haute définition. C'est encore mieux que l'original. Le film évoque l'Amérique de l'après-Vietnam. Et la scène du film, vraiment, c'est Robert De Niro qui parle tout seul devant son miroir. Une scène totalement improvisée, elle ne figurait pas dans le scénario original. Je vous souhaite une très belle nuit à tous, à samedi prochain. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.